Le 4 janvier 2016, au Tokyo Dome, la New Japan Pro Wrestling ne se contente pas d'organiser un grand show, elle joue son avenir. Après des années passées dans l'ombre de son propre passé, la New Japan est en pleine reconstruction. Les blessures, les départs à l'étranger et une perte de vitesse au début des années 2010 ont forcé la compagnie à se réinventer. La New Japan a trouvé une nouvelle direction, misée sur le long terme, sur le storytelling et sur une nouvelle génération de talents capables de porter la compagnie pendant au moins 10 ans. Hiroshi Tanahashi est toujours l'ace, Okada est en pleine ascension et Tetsuya Naito incarne la rébellion pendant que la division junior et les étrangers redéfinissent le niveau in-ring mondial. Wrestle Kingdom 10, c'est le moment où tous les éléments se croisent, un show charnière, coincé entre deux époques, celle de Tanahashi au sommet et celle d'Okada prêt à devenir le visage définitif de la New Japan moderne, un événement qui ne se contente pas que de livrer de grands matchs, mais qui pose les bases de la domination internationale de la New Japan Pro Wrestling dans les années qui vont suivre. Avant de démarrer le show principal, je voulais quand même faire un rapide tour sur la Battle Royale qui a eu lieu du coup pour la deuxième année consécutive. La première fois, c'était lors de Wrestle Kingdom 9 en 2015 du coup qui a été remporté par Nuji Nagata. En fait, cette Battle Royale, c'était un peu le flow pour tout le monde, genre juste la New Japan Pro Wrestling donnait des noms. On savait pas trop à quoi s'attendre, cependant, la Battle Royale de 2015, c'était un truc bien divertissant et même si vous avez regardé ma vidéo sur Wrestle Kingdom 11, bah c'était aussi divertissant. Du coup, on s'attend à un bon divertissement. De toute façon, c'est le but. Le but d'une Battle Royale, c'est de chauffer la foule. C'est du divertissement, un peu de bon in-ring de temps en temps, mais c'est avant tout pour chauffer la foule. Un petit amuse-bouche tranquillement, un petit truc divertissant qui fait pas de mal, qui fait du mal à personne. C'est dans le kick-off, même pas sur la carte principale. Donc voilà, on se retrouve avec cette Battle Royale dans le kick-off avec de beaux petits noms quand même. Et oui, tout simplement parce que les deux premiers à rentrer du coup sont Jushin Liger, légende, plus grand junior de l'histoire du New Japan pour moi. J'en avais déjà évoqué dans mes dernières vidéos. Si vous les avez vues, vous savez à quel point je l'adore. C'est un lutteur que j'adore, que je trouve trop fort. Et le deuxième, c'est Yoshiaki Fujiwara, légende au Japon. Franchement, une énorme légende. Il avait aussi créé une promotion dans les années 90 qui avait pas fait long feu. Je sais même pas si elle avait fait 10 ans. C'était la Pro Wrestling Fujiwara Gumi. Voilà, légende au Japon, franchement, ça fait. En plus, c'est les deux qui commencent, ça lance les hostilités, ça chauffe la foule, c'est trop bien. Ensuite, il y a du beau monde quand même. En fait, il y a du beau monde et il y a du monde sympa pour cette Battle Royale. Je pense à Cheeseburger, c'est divertissant. Mais il y a aussi Yoshihashi, il y a aussi Yuji Nagata, il y a aussi Tiger Mask, il y a aussi Satoshi Kojima, il y a Taguchi. Voilà, il y a du beau monde dans cette Battle Royale. Et franchement, du coup, après une trentaine de minutes de Battle Royale, c'est Jado en finale du coup. La finale entre Jado et Taguchi. Jado parvient à gagner cette Battle Royale. C'était sympa, c'était divertissant, pardon. C'était ce qu'on attendait de cette Battle Royale en fait. On s'attendait pas à un grand match de catch, on s'attendait pas à un classique. C'est normal, c'est dans le kick-off, ça doit chauffer la foule. Ça a parfaitement rempli son taf, ça a parfaitement rempli ce que ça devait faire. Donc voilà, Jado gagne cette Battle Royale et on peut passer à la carte principale du show. Le premier match de la soirée est pour les titres juniors par équipe, donc les IWA et le WGP Heavyweight Tag Team Titles détenus par la légendaire équipe Red Dragon composée de Bobby Fish et Kyle O'Reilly qui défendent contre les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, contre Roppongi Vice, Barretta et Rocky Romero, ainsi que Matt Sydal, donc à l'ancienne pour ceux qui regardaient la WWE pendant la génération Catch Attack, Evan Bourne, accompagné de Ricochet dans un Fatal 4-Way. C'est le gros bordel dans la division par équipe junior. Enfin, c'est même pas le bordel, c'est que ça tourne en rond, c'est plus intéressant. Il faut affronter 3-4 équipes, les 3-4 mêmes. Ils changent les titres de façon random, on s'y attend pas à croire, c'est aléatoire le truc. Bref, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ce match, même si les 8 c'est trop lourd. Franchement, sur le papier, le match est trop lourd, mais c'est juste que ça tourne en rond, cette division junior. De toute façon, j'ai expliqué comment on en est venu à ce match. Mais voilà, ça tourne en rond, c'est un peu la même chose. Donc voilà, l'intérêt déjà du match, malgré et franchement les 8 lutteurs, on sait que les 4 équipes là c'est du lourd, on sait que ça va, le match sera bon. Franchement, c'est peut-être l'opener parfait pour ce Wrestle Kingdom, mais voilà, le contexte du match, voilà, on souffle un petit peu.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la New Japan Pro Wrestling, il y a des tournois toute l'année. Ça, c'est fabuleux, j'adore. C'est l'une des principales raisons pour laquelle j'adore la New Japan. Tu t'ennuies jamais, tu t'emmerdes jamais. Il y a des tournois tout au long de l'année. Ça commence au printemps avec la New Japan Cup. Après, on a le Best of Super Junior au mois de mai-juin. Ensuite, pendant l'été, on a le G1 Climax, donc pour la catégorie poids lourd. Pendant que le Best of Super Junior, c'est pour la catégorie des juniors. On a la World Tag League en novembre-décembre et en octobre-novembre, on a la Super Junior Tag League, donc le tournoi pour la division par équipe en général. Si ce n'est pas les champions qui gagnent, les vainqueurs obtiennent un title shot en général pour Wrestle Kingdom pour les titres juniors. Donc voilà, cette année-là, la finale, elle oppose Roppongi Vice à Matt Sydal et Ricochet. Et au final, c'est Ricochet et Matt Sydal qui parviennent à remporter le match. Techniquement, du coup, on aurait dû avoir un Red Dragon, donc les champions, contre Matt Sydal et Ricochet à Wrestle Kingdom pour les titres. Mais vu que c'est Wrestle Kingdom, faut caler le plus de lutteurs possible. Et vu que c'est le gros bordel, il y a des revendications de partout. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment on arrive à ce match-up. Déjà, on a Red Dragon, on a les champions, ça c'est logique, ils aient leur shot. Matt Sydal, Ricochet, pareil, ils ont gagné le tournoi. Les Bucks, ils ont perdu les titres face à Red Dragon en août pendant une journée du G1 Climax 2015. Et ils revendiquent un rematch, ils revendiquent un title shot. Ils estiment qu'ils ont le droit à une chance au titre. Donc voilà, les Bucks sont intégrés au match. Et pourquoi Roppongi Vice ils s'intègrent au match? Parce qu'en fait, c'est tout simplement eux qui ont sorti les champions Red Dragon, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly, du tournoi Super Junior. Donc voilà, ils estiment aussi avoir droit à leur title shot. Donc voilà, on se retrouve avec ce Fatal 4-Way pour les titres tags qui est en soi il est hypant et à la fois non parce que c'est le gros bordel déjà au niveau du build, mais aussi parce qu'en fait enfin c'est hypant parce que les quatre équipes c'est du lourd quoi. On sait que ça va être intense, on sait que ça va être rapide, on sait que ça va être trop bien à suivre. Donc voilà, on arrive à Wrestle Kingdom avec ce Fatal 4-Way pour les titres juniors par équipe. Le match commence avant même le début du match en fait parce que les Bucks attaquent tout le monde. Voilà, c'est déjà le bordel avant même le match. Ensuite, les Bucks dominent Bobby Fish. Ce dernier parvient un peu à en revenir. Le match est beaucoup plus stable. Voilà. Il y a de super séquences, il y a de super séquences entre notamment Matt Sydal et Kyle O'Reilly. Il y a des échanges entre les quatre équipes. Il y a ce super dive de Barretta à l'extérieur du ring. Les Bucks, en tant que heel, voilà, opportunistes, sont trop forts dans leur rôle. Le match est assez rapide, il y a une bonne intensité, il y a un bon rythme. On s'y attendait, franchement, on s'y attendait au vu des quatre équipes pour le coup. Mais voilà, le match, il commençait en déséquilibre. Là, il est beaucoup plus équilibré, il est beaucoup plus stable. Les Bucks s'envoient des super kicks à tout le monde. Et oui, c'est les Bucks de l'époque. Hein. Voilà, si vous êtes un peu frustré de voir que les super kicks, ils veulent plus rien dire à l'heure actuelle, bah, c'était pire à l'époque. Parce que les Bucks, ils envoyaient 25 000 super kicks par match. Là, ils en envoient quelques-uns. Ils en envoient un sympa sur Ricochet à la volée. C'est voilà, ils envoient des super kicks à tout le monde. C'est les Bucks à l'époque. C'est les Bucks mi-2010. C'était ça. Voilà, c'était des super kicks à gogo. Donc voilà. Les Bucks dominent, ils dominent beaucoup Barretta, ils combinent bien les Bucks et Barretta parvient à revenir et faire le tag à Ricochet. Donc Ricochet et Matt Sydal rentrent sur le ring, mettent de l'intensité à mort. Là où les Bucks dominaient, c'était un peu plat. Là, vraiment Matt Sydal et Ricochet, ils mettent de l'intensité, ils combinent super bien. Ça part un peu à l'extérieur et Red Dragon reviennent aussi. Pareil, des moonsaults à l'extérieur, des spots à l'extérieur. Avant que Cody Hall, du coup, membre pardon, du Bullet Club, qui accompagnait les Young Bucks et qui les avait aidés aussi à attaquer un peu tout le monde au début, porte un Razor's Edge à l'extérieur enfin, il porte un Razor's Edge sur Ricochet et l'envoie totalement à l'extérieur sur toutes les autres équipes. Du coup, voilà, le match est assez sympa, il est bien intense. Ça part un peu partout, c'est ce qu'on attendait en fait de la part de toutes les équipes. Donc voilà, les Bucks sont trop forts. Franchement, les combinaisons des Bucks, c'est n'importe quoi. C'est trop impressionnant à voir. Les Bucks déploient tout leur arsenal sur Ricochet et passent vraiment pas loin de la victoire. Matt Sydal revient, Ricochet met Cody Hall hors de combat pour l'empêcher d'intervenir de nouveau. Matt Sydal et Ricochet dominent les Bucks et passent non plus pas loin de la victoire eux aussi. Red Dragon reviennent et attaquent Matt Sydal et Ricochet ainsi que les Bucks. Cody Hall casse un tombé de Bobby Fish, mais Kyle O'Reilly l'attaque et le met totalement KO à l'extérieur du ring. Quadruple souplex de Roppongi Vice et Red Dragon sur les Bucks ainsi que Matt Sydal et Ricochet. Grosse séquence entre les quatre équipes, beaucoup d'intensité dans ce match, dans laquelle Roppongi Vice, qui était assez discret pour l'instant, parviennent à prendre l'avantage sur Matt Sydal et Ricochet. Passe pas loin de la victoire, mais Sydal et Ricochet les contre.
SSP, mais les Bucks font le tag à l'aveugle et passent pas loin de la victoire, mais parviennent à la fin à faire le pin sur Rocky Romero et remporter les titres. Nous avons de nouveaux champions juniors par équipe qui sont les Young Bucks. C'était vraiment sympa comme match, on s'y attendait avec qu'il y ait beaucoup d'intensité comme ça aille un peu partout. Ça aurait été peut-être mieux, peut-être juste un 2v2 là entre... franchement, un Red Dragon contre Matt Sydal et Ricochet, ça aurait été super sympa pour le coup. Mais bon, on se retrouve avec un Fatal 4-Way qui est quand même très divertissant, un très bel opener, je pense que tu pouvais pas mettre mieux comme opener sur la carte. Donc voilà, match assez sympa d'une quinzaine de minutes, il est quand même pas mal long, je crois qu'il fait 15-16 minutes. Donc voilà, nous avons de nouveaux champions par équipe junior et nous pouvons passer au prochain match. Fin décembre, la New Japan Pro Wrestling annonce que de nouveaux titres vont faire leur apparition à la compagnie. Et ces titres sont des titres trio, ce sont les titres Six Man Never. Du coup, les premiers champions seront couronnés à Wrestle Kingdom 10. On sait déjà la première équipe, le premier trio à participer au match, c'est tout simplement le Bullet Club, donc Yujiro Takahashi, Bad Luck Fale et Tamatonga qui affronteront Toru Yano. Et ses adversaires, enfin ses partenaires à Toru Yano, pardon, sont pour l'instant laissés secrets, laissés mystères. Et c'est lors d'un show Road to Tokyo Dome le 19 décembre que l'on connaîtra les adversaires du Bullet Club et les partenaires de Toru Yano, puisque après un match entre Chaos, donc Shinsuke Nakamura et Toru Yano, contre Cody Hall et Yujiro Takahashi, Toru Yano prend la victoire et révèle que ce sont les frères Briscoe, donc Jay et Mark Briscoe, l'une des plus grandes équipes de tous les temps, seront ses coéquipiers et feront équipe avec lui contre le Bullet Club pour le match pour les titres Six Man Never pour couronner du coup les premiers champions à Wrestle Kingdom 10. Concernant le match, bah, il se passe pas grand chose. Honnêtement, c'est une dizaine de minutes de catch assez lent. Le match, il dure une dizaine de minutes, ressenti assez long. Il se passe pas énormément de choses. Les Briscoe, on voit qu'ils adorent lutter au Japon. Ça se ressent dans leur performance. On voit vraiment qu'ils sont ravis d'être ici. Donc voilà, il se passe pas grand chose. Et le finish arrive du coup après une dizaine de minutes, après un Doomsday Device. C'est tout simplement les frères Briscoe et Toru Yano qui parviennent à battre le Bullet Club et devenir les premiers champions Six Man Never, qui était une bonne idée pour le coup. Ces titres c'était un bel ajout à cette division un peu trio qui en avait besoin, même si on va voir, enfin, on le sait pour ceux qui suivent un peu la New Japan, etc., qu'il y avait beaucoup de, de choses à dire sur le booking de ces titres, etc. Mais à l'époque, c'était une bonne idée. Donc voilà, match anecdotique qui avait quand même un bel enjeu pour le coup. C'est pas un match qu'on va se rappeler de ce show en tout cas pour le coup. Mais ça reste un match quand même, bah, ça fait un peu l'histoire. C'est les premiers champions à Wrestle Kingdom, c'est toujours sympa. Les frères Briscoe, c'est surtout rétrospectivement qu'on sait que malheureusement Jay Briscoe nous a quittés. Ça fait toujours du bien de les voir en équipe. C'est l'une des plus grandes tag teams de l'histoire de la discipline. Donc voilà. Les premiers champions Six Man Never Trio sont Toru Yano ainsi que Jay et Mark Briscoe. En 2014, la Ring of Honor a annoncé un partenariat avec la New Japan Pro Wrestling, partenariat durant l'année 2014 où des événements en Amérique du Nord vont être produits et on pourra retrouver du coup des lutteurs de la New Japan Pro Wrestling et notamment des matchs pour le titre mondial. Je pense au three-way entre AJ Styles, Kazuchika Okada et Michael Elgin pour le titre d'AJ Styles à ce moment-là. Mais aussi dans l'autre sens, on va pouvoir avoir des matchs pour le titre Ring of Honor à Wrestle Kingdom et à Wrestle Kingdom 10 du coup en 2016, nous aurons un match pour le titre mondial de la Ring of Honor. Lors de l'événement où se déroule la finale de la World Tag League, une vidéo de Jay Lethal apparaît. Il fait une apparition surprise en vidéo pour demander un challenger à son titre Ring of Honor à Wrestle Kingdom 10. Et c'est Michael Elgin qui va du coup être son adversaire. Alors il va d'abord gagner un tournoi pour avoir l'opportunité d'affronter Jay Lethal à Wrestle Kingdom. Et oui, puisqu'il va gagner le Survival of the Fittest du coup en 2015 pendant le Five-Way Elimination contre H, Christopher Daniel, Jay Briscoe et Silas Young. Normalement, devait aussi avoir Roderick Strong dans le match, mais il se fait une commotion, du coup, il ne peut pas participer. Donc voilà. Mais avant toute chose, Jay Lethal doit aussi battre AJ Styles à Final Battle pour le titre. Sinon, on aurait quand même eu le match, mais en match simple. Mais voilà. Du coup, Jay Lethal et AJ Styles qui se solde par une victoire de Jay Lethal. Donc on aura bien Jay Lethal contre Michael Elgin à Wrestle Kingdom 10 pour le titre mondial.
Alors le match pour le coup je le trouve vraiment sympa, je trouve un match vraiment sympa pour le coup. Michael Elgin est bien over, la foule pop beaucoup et bien investi pour le match. Michael Elgin est vraiment apprécié par les fans japonais, moi je trouve son run excellent au Japon. Jay Lethal, il parvient pas beaucoup à prendre l'avantage. Il parvient à prendre l'avantage que quand Truth Martini distrait Michael Elgin. Sinon, Michael Elgin contrôle vraiment une grosse partie du match. Et le finish, c'est ce qui gâche un peu le match, je trouve. Quand du coup, Michael Elgin parvient à envoyer son Deadlift Falcon Arrow pour le compte de 2, va pour une power bomb, mais avant, Truth Martini était intervenu pour distraire encore une fois Michael Elgin. Michael Elgin du coup le sort du ring, mais Truth Martini pardon, parvient quand même à donner le Book of Truth à Jay Lethal et du coup Michael Elgin va pour une power bomb, sauf que le livre en main, Jay Lethal assème un coup du coup de livre sur le crâne de Michael Elgin et parvient du coup après Jay Lethal parvient à envoyer son Lethal Injection pour conserver son titre de la Ring of Honor. Donc voilà, un match assez sympa mais fade sur la fin parce que vraiment le finish est un peu dommage. Mais honnêtement, c'est un match. Bon, c'est pas le match de la soirée, c'est pas le match que je vous conseillerais d'aller rattraper, même si ça peut être sympa pour le coup, l'action dans le ring est vraiment intéressante. Mais voilà, finish un peu dommage, un peu décevant. Mais voilà, Jay Lethal conserve son titre face à Michael Elgin. Si vous suivez la New Japan ou que vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point le titre et la division junior de chez New Japan est très importante. Ça n'a rien à voir avec par exemple une scène mid-card, vraiment ça n'a rien à voir. C'est littéralement le cœur d'identité de la New Japan. C'est vrai, ça a été longtemps le laboratoire du catch moderne avec des rythmes élevés, des précisions techniques, des enchaînements très innovants. Vraiment, c'est une porte d'entrée vers le main event également. Le tournoi de cette division est très respecté. Le Best of Super Junior, c'est un tournoi très respecté et c'est une vitrine mondiale du coup pour les talents juniors. Ça a une influence internationale énorme dans le monde du catch en général. Et puis il y a un vrai contraste avec les heavyweights. La division est traitée vraiment avec respect. Des fois, les matchs pour le titre junior main event des shows, il y a des vraies rivalités. Il y a un bon booking cohérent vraiment. C'est un moteur d'innovation. C'est une vraie école de stars. C'est un pilier cette division. Donc voilà. Comme chaque année dans les grands événements de la New Japan, on retrouve un match pour le titre junior de la compagnie. À Dominion, Kushida prend son deuxième titre junior aux mains de Kenny Omega. Un rematch est organisé fin septembre 2015 du coup à Destruction in Okayama où Kenny Omega, grâce à l'aide du Bullet Club, parvient à reprendre le titre. Et entre-temps, Kushida, qui était champion junior, il avait remporté le tournoi Best of Super Junior en battant Kyle O'Reilly dans peut-être l'une des meilleures finales de l'histoire du tournoi et l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la New Japan Pro Wrestling. Tout simplement, le match est exceptionnel. Et le 1er septembre, lors d'un match le 1er novembre, pardon, pas le 1er septembre, lors d'un match entre Alex Shelley et Kushida contre Kenny Omega ainsi que Chase Owens. Ces derniers, donc Alex Shelley et Kushida, parviennent à remporter le match et Kushida un peu plus tard défie Kenny Omega pour un match, le troisième, la dernière de la rivalité. C'est le dernier match entre les deux le 4 janvier 2016 à Wrestle Kingdom et voilà, il est officialisé un peu plus tard dans le mois de novembre. Mais voilà, on aura Kushida contre Kenny Omega au Tokyo Dome le 4 janvier 2016 pour le titre junior. A noter que les deux matchs donc à Dominion et fin septembre à Destruction in Okayama, ils sont super. Voilà, Destruction in Okayama, il est un peu en dessous quand même. Ça reste un solide match pour le coup. Mais voilà, c'est des bons matchs. Mais avant d'entamer Wrestle Kingdom, et on verra un peu plus tard, même après, on en attend quand même un peu plus. Voilà, on reste un peu sur nos fins entre les deux. Après Kenny Omega. Kenny Omega, à cette époque, c'était vraiment pas le meilleur des Kenny Omega, je trouve. C'était vraiment pas le plus pertinent dans un ring de catch. C'était vraiment pas le Kenny Omega que je préférais voir lutter. Je dis pas que c'était un mauvais lutteur, mais quand on sait ce qu'il devient après, quand on sait à quel point son pic est incroyable, c'est pas le meilleur des Kenny Omega. Mais Kushida par contre, Kushida, on n'en fera jamais assez, je pense, sur ce junior, sur ce lutteur. Il est tout simplement exceptionnel. C'est la va, j'adore voir des matchs de Kushida. Je connais pas toute sa carrière, mais de ce que j'ai vu, c'est un lutteur qui m'a littéralement jamais déçu. Donc voilà, on va entamer Wrestle Kingdom 10 avec Kenny Omega contre Kushida pour le titre junior.
Et on y est. Du coup, Wrestle Kingdom 4 janvier 2016, Kushida contre Kenny Omega. Les deux font leur entrée. Kushida est accompagné par Ryusuke Taguchi. Kenny Omega est accompagné par les Bucks qui attaquent Taguchi. Et c'est comme ça que le match démarre. Il y a un magnifique moonsault avec une poubelle depuis la barrière de sécurité de Kenny Omega qui était magnifique. Taguchi fait un vrai travail sur le bras de Kenny Omega. Kenny Omega va essayer de placer son One Wing Angel. Kushida le contre à chaque fois. Il y a tout, il y a des German suplex, il y a des V-triggers dans le match. En fait, il se passe des choses sans rien se passer dans le match, c'est assez étrange. Et à la fin, Kenny Omega tente un One Wing Angel. Kushida le contre avec un roll-up un peu maladroit pour remporter la victoire. Donc voilà, une dizaine de minutes, 10, 11, 12 grands max minutes de ce match. C'est... En fait, rétrospectivement, moi je n'ai pas vécu le show en direct. Voilà, je l'ai rattrapé quand j'ai commencé la New Japan un peu plus tard, 2-3 ans plus tard. J'en attendais un peu plus. En fait, quand je vois Kushida contre Kenny Omega, je m'attends à un classique, un 5 star. Un match au niveau du calibre des deux noms, quoi. Et en fait, c'est des bons matchs sans être exceptionnels. Voilà, je sais, vu que je n'ai pas vécu le show en direct, je sais pas comment les gens qui l'ont vécu en direct trouvent cette rivalité, leur avis sur le match, etc. Moi, je suis un peu déçu. C'est des bons matchs, ça me satisfait, mais ça me satisfait pas assez au niveau des deux noms. Donc voilà. Kushida gagne cette rivalité contre Kenny Omega et après Kenny Omega, le lendemain, il va turn sur AJ Styles. Il va totalement devenir leader du Bullet Club après l'ascension, on la connaît, c'est magnifique. Donc voilà, ça va permettre à Kenny Omega, toute cette rivalité, tout ce run en junior, de vraiment s'établir après. Un vrai tremplin pour la scène main event, comme j'ai expliqué avant. Toute cette division junior, voilà, ça va totalement propulser Kenny Omega au sommet de la compagnie. Et Kushida, voilà, lutteur exceptionnel, comme j'ai dit avant. Donc voilà, Kushida est le nouveau champion junior et on peut se concentrer sur le prochain match. Depuis 2014, il y a une équipe qui domine totalement la division par équipe de la New Japan Pro Wrestling. Doug Gallows, Carl Anderson sous le Bullet Club. Littéralement, ils dominent totalement la division par équipe. Ils dominent tellement que les fans font une overdose. Totalement, vraiment, il n'y a personne qui peut rivaliser avec eux. Ils prennent tout. Faut savoir qu'entre le 4 janvier 2014, donc depuis Wrestle Kingdom 8, jusqu'au 4 janvier 2016, du coup, à l'approche de Wrestle Kingdom, ils arrivent à Wrestle Kingdom en tant que champions. Ils sont champions depuis 601 jours. C'est énorme sur 2 ans, c'est énorme, c'est plus d'un an et demi. Il n'y a aucune équipe capable de rivaliser, il n'y a aucune équipe autre capable de rivaliser avec eux. Il y a juste Hiroki Goto et Katsuyori Shibata. J'avais un peu parlé de ça dans la vidéo sur Sakura Genesis. Mais voilà, ils dominent pas. En équipe, ils sont pas du tout à la hauteur du Bullet Club. Et il y a juste Matt Taven et Michael Bennett qui prennent les titres aussi. Mais rien de très convaincant, rien de très vraiment dominant. Il y a vraiment que eux. Donc voilà, toute la division par équipe, elle manque cruellement de top équipe. Vraiment, la gestion est vraiment presque catastrophique. Et cette équipe qui va essayer de se confronter, de prendre les titres au Bullet Club, du coup, à Doug Gallows et Carl Anderson, c'est tout simplement Togi Makabe et Tomoaki Honma, puisqu'ils remportent la World Tag League 2015. Donc voilà, Togi Makabe et Tomoaki Honma parviennent à avoir leur shot au titre du Bullet Club, donc de Doug Gallows et Carl Anderson au Tokyo Dome, en battant LIG, donc Evil et Tetsuya Naito en finale de la Tag League. Donc voilà, pas trop d'histoire concernant tout ça. On se retrouve du coup directement au Tokyo Dome pour le match pour les titres par équipe. Et on y est, Tokyo Dome Wrestle Kingdom 10, 4 janvier 2016, match pour les titres par équipe de la compagnie entre le Bullet Club, donc Doug Gallows et Carl Anderson contre Tomoaki Honma et Togi Makabe. Le match commence entre Carl Anderson et Tomoaki Honma. Il y a une séquence assez sympa entre les deux, pour le coup Carl Anderson prend rapidement l'avantage. Le match va très rapidement partir un peu dans tous les sens, il va partir à l'extérieur du ring. Gallows attaque Makabe avec une chaîne pendant que Carl Anderson lui s'en prend à l'arbitre. Donc l'arbitre ne voit pas totalement les tentatives de triche du Bullet Club. Première partie du match, elle est très lente et très dominée par le Bullet Club pour le coup. Et le finish du match arrive quand Togi Makabe domine Gallows et Anderson, il les envoie totalement au sol. Il envoie Tomoaki Honma sur Anderson pour un Kokeshi, suivi d'un Doomsday Kokeshi sur Carl Anderson et un Kokeshi depuis la troisième corde sur Gallows, suivi du King Kong Knee drop du coup depuis la troisième corde de Togi Makabe sur Doug Gallows pour le compte de 3. Voilà, nous avons de nouveaux champions par équipe ici au Tokyo Dome le 4 janvier 2016. Voilà, Tomoaki Honma et Togi Makabe l'ont fait. Ils ont vaincu le Bullet Club, donc ce duo de Doug Gallows et Carl Anderson qui n'arrêtait pas de dominer la division par équipe. Donc voilà, nous avons de nouveaux champions par équipe de la compagnie.
Le prochain match de la soirée oppose deux de mes lutteurs favoris de l'histoire de la New Japan Pro Wrestling puisqu'il s'agit d'un affrontement entre Tetsuya Naito et Hiroki Goto. En 2015, Tetsuya Naito revient totalement transformé à la New Japan après un passage au Mexique. Il est désormais à la tête de LIJ. Il rejette totalement les traditions du Puroretsu, il provoque le public et méprise les règles comme l'autorité de la New Japan. J'en avais pas mal parlé dans mes anciennes vidéos. Naito il revient vraiment en anti-héros après avoir été rejeté par le public. Wrestle Kingdom 8, on s'en souvient tous. Vraiment, ce personnage de Naito, il est incroyable. Franchement, c'est un de mes personnages préférés all time. C'est l'intérêt qu'il arrive à avoir, la pertinence. Et en fait, il est tellement intéressant. Il a trop, il a quelque chose. Vraiment, il avait quelque chose en lui. C'était vraiment dingue. Il est full aura le mec. En plus, vraiment, ce clan d'LIJ, c'est l'un des plus grands clans de l'histoire. Franchement, on en fait vraiment pas assez, je trouve. Donc voilà. Et à l'inverse, Hiroki Goto, lui, il incarne vraiment le combattant droit et respectueux, attaché à l'honneur et au fighting spirit, vraiment attaché aux racines de la New Japan. Et toute cette opposition, toute cette feud, elle prend forme à l'automne 2015 lorsque Naito et son clan vraiment multiplient les provocations et les attaques, notamment dans des matchs où Hiroki Goto est impliqué. Et lors de la World Tag League, Evil et Tetsuya Naito parviennent à prendre la victoire sur Captain New Japan ainsi qu'Hiroki Goto. Donc voilà. De base, il y avait Shibata qui était impliqué avec Evil, etc. Mais Shibata, on verra un peu plus tard qu'il a été envoyé dans la division Never. Donc voilà, ça laisse un affrontement entre Tetsuya Naito et Hiroki Goto. Vraiment un affrontement hyper hypant sur le papier pour le Tokyo Dome. Et la New Japan nous tease un peu que le vainqueur du match aura le droit un peu plus tard à un title shot. Donc voilà, ça renforce l'enjeu, ça renforce l'intérêt pour le match. Et vu les deux noms, franchement, on s'attend à du lourd. Donc voilà, Wrestle Kingdom 10, on a Hiroki Goto contre Tetsuya Naito. Et on y est, Wrestle Kingdom 10 au Tokyo Dome, Hiroki Goto contre Tetsuya Naito. Les deux font leur entrée. Naito, un charisme et une aura de malade, c'est vraiment un truc de fou. Hiroki Goto fait son entrée également. Naito, lui, est sur le ring, il est agacé et il attaque carrément le caméraman qui avait rien demandé. Goto court sur le ring pour s'en prendre à Naito, mais ce dernier sort du ring. Et là, Evil et Bushi d'LIJ s'en prennent à Hiroki Goto, ils l'attaquent totalement, ce qui permet à Tetsuya Naito de remonter sur le ring et le match peut commencer. Goto parvient à contrer Naito et reprend l'avantage. Naito sort du ring, mais Goto le ramène pour qu'au final Naito sorte de l'autre côté du ring. Vraiment une attitude de heel que j'aime bien moi chez Naito, c'est vraiment sympa à voir. Evil attaque Goto à l'extérieur du ring et le projette sur la barrière de sécurité et l'attaque avec une chaise pendant que l'arbitre du coup est distrait par Bushi de l'autre côté. Tetsuya Naito lui sort une table pendant que l'arbitre du coup encore distrait, hein. Il est distrait pendant longtemps l'arbitre, hein. Naito envoie un neckbreaker sur Goto depuis le tablier du ring sur la table. La table ne casse pas. C'est triste à voir quand même, mais voilà. Naito remonte dans le ring et toujours aussi provoquant avec cette fameuse pose, hein, vraiment full aura le mec. Bushi lui fait revenir Goto sur le ring. Naito travaille beaucoup le coup d'Hiroki Goto avec sa soumission, mais Goto parvient à poser le pied sur la corde pour casser la prise. Naito domine beaucoup Goto mais n'obtient que des comptes de 2. Naito il paraît vraiment très frustré, il attaque l'arbitre, mais Goto parvient à revenir avec une lariat monstrueuse qui met totalement Naito au sol. Goto reprend l'avantage avec des kicks et domine Naito pendant plusieurs minutes en emportant notamment un bulldog et une back suplex. Naito parvient à revenir dans le match en envoyant un missile dropkick suivi d'un dropkick dans le coin avant que Goto envoie un code red depuis la troisième corde pour le compte de 2. Il envoie aussi un Fireman's Carry sur Naito et tente de placer des kicks, mais Naito le contre et transfère le coup de pied de Goto sur l'arbitre qui tombe totalement KO. Et suite à ça, Goto est attaqué par LIJ, mais Bushi, qui voulait toucher Goto avec son mist, a finalement touché Evil. Et c'est là où la fin du match va arriver puisque Goto sort Bushi du ring et Naito envoie un low blow qui a failli lui donner la victoire, mais Goto contre le Destino de Tetsuya Naito et envoie un Shutenkai sur Naito pour le compte de 3. Donc voilà, le match était court, on en attendait plus et vraiment toutes ces phases avec LIJ là c'était long. C'est dommage parce qu'il y a la grosse première partie du match, là les 8 premières minutes, il se passe rien. C'est que pendant les 4 dernières que ça monte vraiment en intensité. Donc voilà, Hiroki Goto parvient à prendre la victoire sur Tetsuya Naito. Beaucoup voyaient Naito gagner à l'époque, ceux qui suivaient le show en direct, ceux qui suivaient les storylines. Donc voilà, résultat surprenant pour certains. Franchement, le match, on aurait pu avoir tellement mieux, mais bon, vraiment les dernières minutes, là, les 4-5 dernières minutes, c'est vraiment bien intense. Ça, c'est sympa, mais voilà, globalement, le match, on en attend plus, c'est
mid quand même. C'est assez mid pour un Hiroki Goto contre Tetsuya Naito. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Hiroki Goto prend la victoire sur Tetsuya Naito au Tokyo Dome. Et on peut passer au prochain match. Bon là, on rentre dans les 3 derniers matchs du show et les 3 matchs, on va le voir ensemble, ils sont totalement dingues. Que ce soit sur les affiches ou que ce soit sur le ring, c'est incroyable, c'est l'un des meilleurs enchaînements de matchs sur un show de l'histoire pour moi, on verra tout ça. Mais voilà, là, on a fini la première partie du show qui a été assez sympa. Là, on rentre vraiment dans les main events, là, on rentre vraiment dans la partie vraiment hyper intéressante du show. Le premier des 3 matchs est pour le titre Never de Tomohiro Ishii qui défend son titre contre Katsuhiro Shibata. Une affiche de dingue. Ils s'étaient déjà affrontés, ceux qui connaissent savent, pendant le G1 Climax 2013 et c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire. Voilà, ils se raffrontent là au Tokyo Dome pour le titre Never. L'histoire, c'est que Katsuyori Shibata a pin 2 fois Tomohiro Ishii fin 2015, une première fois lors de la World Tag League, lorsque Katsuyori Shibata faisait équipe avec Hiroki Goto et Tomohiro Ishii faisait équipe avec Shinsuke Nakamura. Donc voilà, Katsuyori Shibata le pin. Et la deuxième fois, c'est lors de la dernière journée de la World Tag League, lors d'un 8-man tag team match opposant Hiroki Goto, Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin ainsi que Katsuyori Shibata contre Chaos, Yoshihashi, Tomohiro Ishii, Kazushi Sakuraba et Kazuchika Okada. Donc voilà, encore une fois ici, Katsuyori Shibata pin Tomohiro Ishii. Donc voilà, c'est comme ça que le match a lieu. On arrive au Tokyo Dome. Match pour le titre Never, Tomohiro Ishii contre Katsuyori Shibata. On peut pas faire mieux comme affiche dans la division Never. Honnêtement, on peut pas faire mieux. Katsuyori Shibata contre Tomohiro Ishii, c'est du strong style, ça se la met. Les deux, ils ont une alchimie de dingue, on le sait. Donc voilà, on attend un classique au Tokyo Dome. Et voilà, on va voir si on sera servi, si le match a tenu ses attentes. Donc voilà, Katsuyori Shibata contre Tomohiro Ishii pour le titre Never au Tokyo Dome. Les deux font leur entrée, le public est vraiment à fond et le match commence directement avec une intensité de dingue. Ça s'envoie des gifles, ça s'envoie des coups d'avant-bras. Les deux se contrent. Ishii prend l'avantage dans le duel de coups d'avant-bras, mais Shibata le contre avec un coup de genou au ventre qui envoie totalement Ishii au sol. Le ton est directement donné, hein. Vraiment au bout de 2 minutes, le ton, on sait vers quel type de match on part. Shibata galère déjà à rester debout et déjà là, vraiment, on sent que le match va juste être dingue. Franchement, là, le match au bout de 2 minutes, tu sens qu'il va être incroyable. Shibata il domine Ishii avec des coups de pied dans le dos, il essuie ses pieds sur la tête d'Ishii. Vraiment Shibata quand il est comme ça, il est indétrônable, il est imbattable. Et vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire ce lutteur quand il est comme ça. Ishii lui, il est totalement frustré, il parvient à revenir en voyant des coups d'avant-bras sur Shibata. Il le met au sol et envoie un coup de pied sur le dos de Shibata qui nocelle. Et là, on rentre dans un duel de coups de pied dans le dos. Ishii se met au sol, il lui envoie des coups de pied dans le dos. Shibata se met au sol, Ishii lui envoie des coups de pied dans le dos, mais aucun des deux ne veut céder. C'est magnifique, franchement, ce genre de segment, vraiment j'adore. Les deux continuent dans ce style, puis s'envoient des chops, vraiment, là, vraiment comment ça résonne dans l'arène, les chops, c'est assez impressionnant. Ishii prend l'avantage et Shibata tombe, mais se relève avant d'envoyer un coup d'avant-bras monstrueux sur Ishii. La tournure que prend le match, franchement, elle est magnifique. C'est juste de la compétitivité, de la combativité, du strong style pur comme personnellement moi franchement j'adore. Ishii envoie Shibata dans le coin du ring et il enchaîne de coups avant que Shibata le contre et envoie Ishii dans le coin pour lui aussi l'enchaîner de coups et domine Ishii pendant plusieurs minutes. Le replace dans le coin pour à nouveau l'enchaîner de coups pardon, mais Ishii nocelle, vraiment les nocelles comme ça c'est juste magnifique franchement c'est dingue. Shibata envoie des coups mais c'est lui qui recule tant Ishii ne sent rien et c'est finalement Shibata qui se retrouve dans le coin du ring suite à un coup d'avant-bras monstrueux de Tomohiro Ishii. Vraiment, la séquence, elle est dingue. S'ensuit une autre séquence magnifique où Shibata envoie des coups de pied et Ishii des lariats, mais aucun des deux ne veut tomber jusqu'à ce qu'Ishii se projette dans les cordes, mange un coup de pied de malade qui le fait tomber, mais se relève immédiatement pour envoyer une lariat sur Shibata qui lui tombe, mais se relève directement pour placer une German suplex sur Ishii. Ishii se relève et envoie lui aussi une German suplex sur Shibata qui lui se relève encore une fois et envoie un coup de pied, mais Ishii parvient à puiser dans ses dernières forces pour envoyer une lariat de dingue à Shibata. Les deux sont au sol, le match il est complètement dingue, franchement le match il est incroyable. Les deux se relèvent et Ishii place une powerbomb sur Shibata pour le compte de 2 et place Shibata sur la troisième corde, mais Shibata attaque le bras d'Ishii. Les deux se retrouvent sur le tablier du ring et Ishii envoie un dropkick sur Shibata.
depuis la troisième corde, mais ce dernier kick out à 1. Shibata cherche le penalty kick, mais Ishii le bloque et lui envoie un headbutt de dingue à la gorge. Vraiment, ah, vraiment, il est monstrueux ce headbutt. Mais les deux sont KO, les deux sont au sol, les deux sont morts. L'intensité, la brutalité du match, c'est vraiment un truc de malade mental. S'ensuit un échange d'headbutt magnifique. Vraiment, c'est complètement dingue de s'envoyer autant d'headbutt avec une intensité pareille. Ishii prend l'avantage, se projette dans les cornes, mais Shibata le contre avec un dropkick monstrueux pour le compte de 1. Ishii le surprend avec une lariat pour le compte de 1 encore une fois. La tension, vraiment la tension, elle est palpable. La foule, elle est à fond. Et après une dernière séquence incroyable, Shibata parvient à placer son penalty kick pour le compte de 3 et remporter pour la première fois le titre Never. 17 minutes d'un classique vraiment du strong style que vous devez impérativement voir. Malheureusement, ce match il est trop souvent comparé au match entre les deux du G1 Climax en 2013. Mais ce match, vraiment, il manque clairement d'éloges pour moi. Il est dingue d'intensité, il est dingue de combativité. Les deux, vraiment, ils ont sorti une perf vraiment dingue. Et à la fin, Shibata parvient à prendre le titre à Ishii. Vraiment, ce match, je vous le conseille. C'est un classique. Pour moi, c'est un classique de la lutte. C'est un classique du catch, du strong style, du puro. Je prends toujours autant de plaisir à voir ce match. Il dure 17 minutes. Là, j'ai le temps sous les yeux, il dure 17 minutes. Mais franchement, c'est 17 minutes qu'on va pas passer tant, ça s'arrête jamais. Vraiment, les deux, une perf de dingue. Et voilà, Shibata est le nouveau champion ever. Et on peut passer à la suite. Le co-main event de la soirée est le match pour le titre intercontinental entre Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Alors ce match, que vous connaissez New Japan, que vous suivez New Japan ou pas, vous en avez forcément entendu parler au moins une fois. Je pense notamment en 2018 quand on a eu le Shinsuke Nakamura et AJ Styles à WrestleMania 34. Il y a eu beaucoup de comparaisons. Les attentes étaient beaucoup basées sur leur match qu'il y a eu à Wrestle Kingdom justement. Médiatiquement, ça a beaucoup profité à New Japan. Ça a vraiment changé le statut international de la compagnie. Ce match, il est vraiment connu mondialement pour le coup. On en verra ce qui en est dans le ring. Mais voilà, le co-main event et le match pour le titre intercontinental opposant Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Alors la rivalité, elle n'est pas fondée sur, c'est pas une grande rivalité en fait. Shinsuke Nakamura, il bat Karl Anderson à Power Struggle fin 2015 pour conserver son titre intercontinental et après, il annonce qu'il défendra sa ceinture au Tokyo Dome à Wrestle Kingdom dans un Open Challenge, donc une défense ouverte à tout adversaire qui se présenterait. Et cette invitation fut relevée immédiatement par AJ Styles, leader du Bullet Club, qui monte sur le ring après le combat et déclare vouloir affronter Nakamura pour le titre, ce que Nakamura accepte directement. Et voilà, la confrontation est officialisée lors d'une conférence de presse quelques jours plus tard. Et Styles, il a été retiré de la World Tag League fin de l'année, là, le tournoi par équipe, en raison d'une blessure, mais il annonce qu'il sera de retour pour le Tokyo Dome. Donc voilà, le match est toujours officiel. Nous aurons bien AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental au Tokyo Dome. Alors, faut vraiment comprendre que la New Japan Pro Wrestling a vraiment vendu ce match comme un dream match, forcément, parce qu'en fait, c'est la première fois que les deux se retrouvent en 1v1. Ils s'étaient déjà rencontrés à la New Japan en 2008 et en 2015, mais jamais en 1v1, vraiment. C'est un dream match entre deux des meilleurs lutteurs de la planète à ce moment-là. Vraiment, c'est une rencontre entre deux stars de la New Japan. Vraiment, Nakamura, c'est vraiment un personnage important, Nakamura, pour la New Japan. Il faudrait que j'en fasse une vidéo parce que vraiment, Nakamura, c'est vraiment quelqu'un. Je sais que le booking à la WWE n'a pas aidé à vraiment concrétiser ce statut, mais à la New Japan, on parle de lui et Tanahashi fin des années 2000, début des années 2010. Vraiment, c'est une vraie star et un vrai élément, un vrai lutteur majeur pour la compagnie, vraiment hyper important dans l'histoire de cette dernière. Donc voilà, AJ Styles Nakamura, vrai dream match. Tout le monde attend ce match. Vraiment, il y a presque autant d'attentes pour ce match que pour le Tanahashi Okada, voire même plus pour certains, surtout les fans occidentaux. AJ Styles, l'un des meilleurs lutteurs de la planète, Nakamura, l'un des meilleurs lutteurs de la planète, qui se retrouve pour la première fois en un contre un. Vraiment, les attentes et la hype du match est exceptionnelle. Donc voilà comment on arrive au Tokyo Dome le 4 janvier 2016 pour le titre intercontinental, match opposant AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Et on y est, Shinsuke Nakamura fait son entrée, AJ Styles fait son entrée tout seul, il n'est pas accompagné du Bullet Club, la tension est incroyable, on ressent cette tension au Tokyo Dome là, même quand on regarde depuis chez nous, vraiment c'est incroyable, il y a un face-off de dingue.
La foule est complètement dedans et on peut commencer le match. La sonne cloche et c'est parti. Les deux se cherchent un petit peu, ça commence vraiment par de la vraie lutte amateur. Les deux cherchent à vouloir prendre l'avantage sans trop se donner non plus au risque d'être pris au piège. Les deux se ramènent au sol, les deux se provoquent mutuellement, puis le rythme s'accélère assez rapidement. AJ Styles envoie un dropkick magnifique qui envoie Shinsuke Nakamura au sol, mais ce dernier le projette au sol et lui envoie des kicks avant d'envoyer son snapmare. Et Nakamura continue de provoquer Styles. Il envoie Styles dans le coin, mais ce dernier contre, monte sur la deuxième corde, mais Nakamura le tire du haut du coin. En le tirant par la jambe, Styles tombe sur le dos et vend extrêmement bien puisqu'il était blessé au dos. Et à l'approche du match, beaucoup étaient inquiets de savoir s'il pouvait participer à cause de cette blessure. Mais bon, ce dernier se relève et attaque Nakamura dans le dos. Puis Styles bloque Nakamura dans le Muta Lock. Styles envoie Nakamura dans le coin. Ce dernier essaie de contrer et y parvient en envoyant une prise de soumission. Mais Styles tente une close line, mais Nakamura le contre avec un Irish Curse backbreaker magnifiquement porté. Vraiment, c'était un super contre. Styles sort du ring. Nakamura le rattrape et le projette contre la barrière à l'extérieur du ring. Une fois de retour sur le ring, Nakamura assème Styles de kick que Styles tente de contrer, mais Nakamura envoie un Enziguri suivi d'un Good Vibration dans le coin avant d'envoyer des coups de genoux dévastateurs au niveau du cou d'Edge Styles. Nakamura charge pour son beau maillet, mais Styles esquive, mais Nakamura parvient à le placer dans le coin du ring avant de lui envoyer un monstrueux coup de genou. Nakamura tente le tomber, mais Styles kick out. Nakamura tente un autre coup de genou dans le coin sur Styles, mais ce dernier esquive en se déplaçant sur le tablier du ring, envoie un coup d'avant-bras sur Nakamura avant de lui envoyer un magnifique phénoménal forearm. Les deux sont au sol, Styles se relève, mais ayant trop mal au dos, il ne parvient pas à envoyer sa souplex, mais après une tentative de contre de Nakamura, le phénoménal one parvient à envoyer Nakamura dans le coin du ring avec une snap souplex. Styles bloque Nakamura dans son calf killer, mais Nakamura attrape les corps pour se défaire de la prise. Styles garde le contrôle de la jambe de Nakamura avant de s'attaquer à son bras, mais Shinsuke Nakamura lui envoie un monstrueux coup de pied en pleine tête, envoie un backstabber suivi d'un inverted exploder, tente un autre baumaillé, mais Styles contre et bloque encore une fois Nakamura dans son calf killer. Mais Nakamura contre en bloquant AJ Styles dans une clé de bras. Vraiment, la foule elle est en délire. Styles envoie des coups d'avant-bras au visage de Nakamura et loupe Nakamura sur son moonsault avant de lui envoyer une rag bomb pour le compte de 2. Vraiment là, la foule elle est déchaînée et le match est vraiment super kiffant et super sympa jusqu'à présent. Styles tente le Styles Clash mais n'y parvient pas et ce dernier tente un Sunset Flip contré par Nakamura qui tente un Bomaye mais non. Styles esquive et Styles échappe à une German Suplex et envoie Nakamura dans le coin qui le contre avec un coup de pied suivi d'un Bomaye exceptionnel depuis la deuxième corde de son à genoux. Ça s'envoie des coups d'avant-bras jusqu'à Styles qui esquive un coup d'avant-bras et envoie un wheelbarrow facebuster pour le compte de 2. Kenta rush de Styles, il esquive un coup de pied, envoie un pelé kick mais Nakamura envoie un Bomaye pour le compte de 2. Encore une fois, une séquence magnifique. Vraiment, l'intensité du match a step up. L'ambiance est dingue. L'atmosphère est irrespirable. Nakamura tente le landslide, mais Nakamura le contre en crucifix spin pour le compte de 2. Nakamura charge un kick, mais Styles le contre avec un coup de pied monstrueux qui envoie Nakamura totalement KO au sol. 450 splash de Styles depuis la troisième corde pour le compte de 2. Styles cherche un brainbuster, mais Nakamura s'échappe et contre un backfist en flying arm breaker. Vraiment la prise, le contre, tout est trop smooth. Vraiment c'est magnifique. Styles parvient à s'en sortir en contrant avec un Styles Clash pour le compte de 2. C'est incroyable. Vraiment là, toutes ces séquences, vraiment elles sont dingues. Les contres, la fluidité technique, la maîtrise technique des deux, tout est totalement dingue. Franchement, le match là pour l'instant, il est incroyable. Styles envoie un Diamond Bloody dingue sur Shinsuke Nakamura. Le phénoménal One cherche le Styles Clash mais n'y parvient pas. Alors il monte sur la troisième corde mais Nakamura renverse la situation et envoie une avalanche landslide de dingue. Vraiment pour le compte de 2 mais c'était dingue ce spot. Tous les spots, c'est un vrai régal. Le match est incroyable, la foule est dingue. Nakamura est dans le coin. Les expressions de visage sont dingues. Il charge, envoie un beau maillet, puis en envoie un deuxième pour le compte de 3. Nakamura parvient à conserver son titre dans un match à peu près 25 minutes d'un match incroyable. Ça n'a pas arrêté de me surprendre personnellement. Un dream match qui est arrivé au meilleur moment possible, qui m'a personnellement totalement convaincu. Une opposition de style qui a totalement fonctionné, un storytelling parfaitement maîtrisé, l'exécution quasi parfaite et un vrai suspense qui provoque vraiment des émotions de dingue. Le match est hyper important
pour l'avenir de la New Japan, car même si Styles et Nakamura vont quitter la New Japan dans les prochains temps, vraiment, le match a attiré une attention internationale très forte qui va fortement participer à la reconnaissance mondiale de la New Japan dans ces années-là. Vraiment, ce match, il est connu et reconnu internationalement parlant, vraiment dans le monde entier. Je ne sais pas si vous suivez la New Japan, mais je suis quasi sûr que vous en avez forcément entendu parler, comme je dis avant. Le match est incroyable. Vraiment, le match, pour le contexte, pour le niveau qu'ils ont affiché, c'est un 5 star. Dave a mis 5, même si c'est pas vraiment, c'est peut-être pas le truc à prendre en compte pour se faire son avis. Mais vraiment, dans la communauté, globalement, tout le monde a apprécié le match. Tout le monde en parle avec des étoiles dans les yeux. Et c'est aussi pour ça que le match à WrestleMania est décevant, parce que des gens s'attendaient à un match du même niveau que celui-ci, ce qui n'a pas été le cas. Mais franchement, le style Nakamura est incroyable. Je vous conseille d'aller le voir. Je vous conseille de regarder tout le show de toute façon Wrestle Kingdom 10. C'est totalement dingue. Mais franchement, ce match, Nakamura et Jay Styles, juste merci pour tout. Parce qu'ils ce qu'ils ont proposé là ce soir-là, c'était juste fou. Donc voilà, Nakamura conserve son titre et on peut passer au main event de la soirée. En 2015, dans le main event de Wrestle Kingdom 9, un Wrestle Kingdom lui aussi incroyable qui mériterait sa vidéo, nous avons eu un Kazuchika Okada contre Hiroshi Tanahashi dans le main event pour le titre mondial. Et le Rainmaker avait échoué face à Tanahashi lors du plus grand événement de la New Japan. Totalement effondré, il quitta l'arène en larmes, mais cette défaite ne l'empêcha pas de vouloir se relever puisqu'il prend le titre à AJ Styles lors de Dominion 2015 dans un match tout simplement exceptionnel. Il participe au G1 Climax du coup 2015 mais ne parvient pas à prendre le tournoi. Mais le Rainmaker s'avance quand même à Wrestle Kingdom 10. Il termine l'année 2015 et entame l'année 2016 en tant que champion mondial. Et il va y retrouver un certain Hiroshi Tanahashi. Et oui, puisqu'Hiroshi Tanahashi lui parvient à remporter le G1 Climax 2015 en finale contre Shinsuke Nakamura, une finale totalement incroyable, et défend avec succès sa mallette 2 fois contre Bad Luck Fale lors de Destruction in Kobe et une deuxième fois du coup contre Tetsuya Naito lors de King of Pro Wrestling. Le décor est posé, l'affiche est officielle. Wrestle Kingdom 10 le 4 janvier 2016. Hiroshi Tanahashi, le challenger, contre Kazuchika Okada, le champion, dans le main event de Wrestle Kingdom 10. J'en avais déjà parlé de cette rivalité dans une vidéo que je vous conseille d'aller voir, mais l'histoire est magnifique dans le sens où, depuis le retour de Kazuchika Okada en 2012, ce sera la 8e fois qu'ils se feront face en 1v1 et les scores étaient de 3, 3 et 1 draw. Voilà, Tanahashi bat 3 fois Kazuchika Okada, il le bat à Dominion en 2012, il le bat à Wrestle Kingdom 7 et il le bat à Wrestle Kingdom 9. Donc voilà, déjà c'est le 3e main event de Tokyo Dome entre les deux et Kazuchika Okada n'est jamais parvenu à battre Tanahashi dans le plus grand show de l'année au Japon. Donc voilà, l'histoire est magnifiquement bien écrite et Kazuchika Okada va chercher vraiment à se venger, à enfin battre l'Ace de la New Japan Pro Wrestling dans le main event du Tokyo Dome. Et on y est. Hiroshi Tanahashi contre Kazuchika Okada dans le main event du plus grand show de l'année pour la New Japan Pro Wrestling. Les deux font leur entrée et la cloche sonne sous l'euphorie de la foule. Kazuchika Okada envoie Tanahashi dans les cordes, feinte un coup de poing avant d'envoyer cette tape moqueuse sur le torse de l'Ace pour ensuite lui envoyer un coup d'avant-bras puis un deuxième qui envoie l'Ace au sol. Après plusieurs esquives, c'est finalement Tanahashi qui parvient à lui aussi envoyer son adversaire au sol, puis les deux s'insultent avant que Tanahashi gifle le Rainmaker au centre du ring, ce qui provoque la frustration chez ce dernier, qui décide lui d'envoyer une avalanche de coups d'avant-bras sur Tanahashi avant de lui envoyer un coup de pied qui couche l'Ace au milieu du ring. Le ton est clairement donné. Je trouve ça assez fou à quel point les deux ont réussi déjà à raconter une histoire avec si peu de prises et en si peu de temps de combat, mais Okada relève Tanahashi et s'attaque à sa nuque avant que Tanahashi le bloque dans une clé de bras avant de placer un Excisor sur le Rainmaker. S'ensuit des tentatives deadlock des deux côtés avant que Tanahashi contre Okada avec un knee-breaker avant de s'attaquer à la jambe du Rainmaker. Tanahashi travaille la jambe d'Okada pendant un long moment,
puis tente un figure four mais Okada le contre en le repoussant dans le coin du ring, le projette vers l'autre coin mais Tanahashi le surprend avec un magnifique crossbody du haut des cordes qu'Okada arrive à renverser en essayant d'envoyer lui un tombstone, mais Tanahashi se sauve en se plaçant sur le tablier du ring, envoie des coups d'avant-bras, projette Okada dans les cordes mais le Rainmaker lui envoie un dropkick qui fait tomber l'Ace en dehors du ring. Okada rejoint Tanahashi à l'extérieur et l'envoie contre la barrière, puis lui envoie un monstrueux coup de pied qui fait passer Tanahashi de l'autre côté de la barrière. Puis de nulle part, le Rainmaker se jette sur Tanahashi avec un crossbody magnifique. Vraiment, en 8 minutes, le match est vraiment génial. Et de retour sur le ring, Okada place une senton Atomico, puis travaille le menton de l'Ace, qui parvient à le contrer. Les deux se retrouvent dans le coin. Okada tente de placer Tanahashi sur le coin pour lui envoyer son dropkick, mais l'Ace le repousse avant d'envoyer une senton que le Rainmaker parvient à esquiver. Okada prend l'avantage avec ce monstrueux DDT suivi d'un uppercut pour le compte de 2, puis continue de travailler sur le menton et les bras de Tanahashi, puis l'envoie dans le coin du ring, mais l'Ace tente de revenir en chargeant un dropkick au niveau du genou. Le Rainmaker esquive, tente une senton de bombe et l'Ace esquive à son tour. Tanahashi parvient à contrer un coup de pied d'Okada, ce dernier sort du ring. Tanahashi monte sur la troisième corde pour se jeter sur le Rainmaker, mais ce dernier l'intercepte. Et après des échanges de coups, des deux sur la troisième corde, Tanahashi détruit totalement la jambe d'Okada en lui envoyant une Dragon Screw Leg Sweep entre les cordes et le poteau du ring. L'Ace replace la prise entre les cordes et envoie un magnifique Sling Blade sur le tablier du ring. Mais l'Ace, totalement déchaîné, envoie un Frog Splash sur Okada à l'extérieur du ring, sous une foule vraiment en feu. Le match est intense, le match ça ne s'arrête pas, les deux donnent le meilleur d'eux-mêmes et c'est un match déjà là, rien qu'à ce stade du match, c'est incroyable. De retour sur le ring, Okada subit un frog splash de la deuxième corde, suivi d'un Texas Cloverleaf et l'Ace travaille pendant un long moment les jambes d'Okada avant qu'Okada parvienne à revenir avec un reverse neckbreaker. Les deux s'envoient des coups d'avant-bras, mais Tanahashi envoie un uppercut qui envoie Okada dans les cordes, et ce dernier envoie un monstrueux dropkick sur Tanahashi. Okada en place 3 autres pour le compte de 2. Okada charge pour son missile dropkick et touche sa cible, puis monte sur la troisième corde pour envoyer un diving elbow, puis tente de placer son Rainmaker, mais l'Ace parvient à contrer, mais Okada lui envoie un tombstone mais n'y parvient pas, puisque Tanahashi le surprend avec un tombé, mais le Rainmaker parvient à s'en dégager, même pas le temps de souffler que les deux sont déjà debout. Okada tente un coup de pied mais Tanahashi le bloque et lui envoie un dropkick sur la jambe opposée. Tanahashi qui cherchait son Sling Blade, mais voit qu'Okada cherche à le contrer avec un dropkick, donc l'Ace lui attrape la jambe et continue de forcer dessus avant de lui envoyer son Texas Cloverleaf, mais le Rainmaker ne veut pas subir la même défaite que l'an passé, alors il puise dans ses dernières forces et agrippe les cordes. Tanahashi tente encore une fois son Sling Blade, mais Okada le contre avec un Fireman's Carry, mais non, Tanahashi contre avec un Neckbreaker, puis parvient à envoyer son Sling Blade et monte sur la troisième corde pour placer son High Fly Flow, mais Okada esquive et le Rainmaker place un Tombstone, mais l'Ace parvient encore à revenir avec un autre Neckbreaker, puis veut placer un autre, mais Okada parvient à contrer avec un énorme Tombstone en plein milieu du ring. Okada est en révolte, relève Tanahashi pour chercher le Rainmaker, se met en position, puis parvient à envoyer un terrible Rainmaker sur l'Ace en plein centre du ring. 1, 2 et non! L'Ace parvient à kick out sous une pop monstrueuse. L'atmosphère est électrique. Est-ce qu'Okada a vraiment appris de ses erreurs de l'an passé? A-t-il vraiment ce qu'il faut pour enfin battre l'Ace de la compagnie dans le main event de Wrestle Kingdom? Le Rainmaker commence à douter, mais vous connaissez Okada. Il ne se laisse jamais abattre, alors il monte sur la troisième corde, puis envoie un High Fly Flow sur Tanahashi. L'Ace vient de subir sa propre prise de finition, mais ce n'est pas suffisant. Alors Okada relève Tanahashi pour lui envoyer un second Rainmaker, mais Tanahashi contre et c'est Okada qui subit également sa propre prise de finition. Rainmaker de Tanahashi sur Kazuchika Okada, c'est complètement dingue. Le match qui était déjà dingue avant ça, on vient de prendre une toute autre tournure, on vient de step up, le public est en feu et les deux parviennent à se relever. Okada tente un tombstone, mais Tanahashi esquive, mais Okada parvient à placer Tanahashi en position pour le Rainmaker. Mais Tanahashi parvient à contrer avec un Sling Blade avant d'envoyer une monstrueuse Dragon Suplex avant de placer 2 High Fly Flow, un sur le dos, un sur le ventre. Tanahashi tente le tomber alors que tout le monde pensait que c'était fini.
Okada parvient à se dégager sous un public qui n'en croit pas ses yeux. Tanahashi choqué remonte sur la troisième corde pour envoyer un autre high fly flow. Mais Okada se relève et contre avec un dropkick qui m'a personnellement fait lever de ma chaise. Le spot est dingue, le match est all time et on veut jamais que ça se finisse. On veut que le match dure éternellement. Mais Okada cherche une German suplex, mais Tanahashi résiste. Lace envoie une gifle monstrueuse à Okada qui tombe au sol. Tanahashi se projette dans les cordes, mais Okada lui envoie un dropkick de dingue avant d'envoyer un Rainmaker contré, mais Okada parvient à contrer Tanahashi à son tour, et le Rainmaker place une German suplex avant de garder le contrôle, de relever Tanahashi et de retenter un Rainmaker contré par une claque incroyable de Tanahashi qui a résonné dans toute l'arène. Les deux se tiennent le poignet, l'image et la symbolique est magnifique, mais quand les deux se relèvent, Okada surprend Tanahashi avec un Rainmaker, puis continue de garder le contrôle du poignet pour finalement placer un autre Rainmaker. Tanahashi tombe au sol, Okada le relève, puis envoie un dernier Rainmaker. Okada fait le tomber. 1, 2 et 3. Après 36 minutes d'un combat d'une intensité rare, Kazuchika Okada terrasse Hiroshi Tanahashi et ne se contente pas que de gagner un match, il tourne définitivement une page de l'histoire de la New Japan. Ce soir-là, le Rainmaker ne bat pas seulement l'Ace, il devient l'Ace. Okada parvient à battre son plus grand rival dans le plus grand des shows au Japon et affirme une nouvelle ère à la New Japan Pro Wrestling. Personnellement, je caractérise ce match comme le meilleur main event de Wrestle Kingdom de l'histoire. Je sais pas s'ils feront mieux le 4 janvier 2026, je l'espère, mais pour moi, quand on parle de meilleur main event de l'histoire de Wrestle Kingdom, je parle pas de meilleur main event de l'histoire du Tokyo Dome, mais meilleur main event de l'histoire de Wrestle Kingdom, je pense directement à Hiroshi Tanahashi contre Kazuchika Okada lors de Wrestle Kingdom 10. Donc, pour répondre à la question du titre de la vidéo, pourquoi la New Japan Pro Wrestling a forgé la nouvelle ère à la New Japan Pro Wrestling? Bah, tout simplement parce qu'il y a un passage de témoin, il y a un passement de flambeau officiel entre Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi. Ça acte la fin de l'ère Tanahashi en tant qu'ace incontesté et ça installe définitivement Okada comme le nouveau visage de la New Japan. Quand on sait rétrospectivement les directions qu'ont pris les deux par la suite, Tanahashi descend un peu dans la carte, il est plus trop dans les main events, tandis qu'Okada, lui, il va envoyer un reine de terreur, il va être la figure principale de la New Japan pendant au moins 5, 6, 7 ans, même 8 ans. Vraiment, il va poser un run incroyable à la New Japan. Il y a aussi ce Edge Styles contre Shinsuke Nakamura, qui a vraiment placé la New Japan à un niveau médiatique supérieur. Ça leur a apporté beaucoup de bénéfices à l'international. Donc voilà, Wrestle Kingdom 10, en plus d'être l'un des meilleurs Wrestle Kingdom de l'histoire, c'est peut-être l'un des plus importants, peut-être le plus important, l'un des plus importants c'est sûr, le plus important je ne sais pas, il y a beaucoup de Wrestle Kingdom qui peuvent vraiment avoir ce statut-là au niveau de l'importance, mais Wrestle Kingdom 10 ça a été la porte d'entrée de beaucoup pour la New Japan, donc voilà, c'est un show incroyable que je vous conseille impérativement de regarder, vraiment vous passez vraiment pas un mauvais moment devant, il y a des matchs de ouf, il y a de l'émotion, il y a du star power de partout, c'est n'importe quoi, on sait plus où donner de la tête. Donc voilà, Wrestle Kingdom 10 a forgé la nouvelle ère à la New Japan. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Wrestle Kingdom 10. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai trop kiffé la faire. Comme toutes les vidéos, je prends un plaisir fou à parler de la New Japan. En 2026, on explorera d'autres horizons. D'ailleurs, c'était la dernière vidéo de 2025-2026. J'arriverai justement avec un sujet un peu différent. On restera au Japon, mais ce sera un sujet différent. Je voulais vous remercier pour tout votre soutien tout au long de l'année 2025, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Vraiment, merci infiniment. Moi, j'adore parler de tout ça et j'adore voir le fait que je puisse être vraiment une genre de porte d'entrée à travers mes vidéos. Pour certains, pour regarder la New Japan et pour se brancher 4 japonais, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de lire des commentaires en mode ouais, grâce à toi je suis allé voir le match, j'ai trop kiffé, je vais suivre à fond maintenant. Vraiment, il y a rien qui me fait plus plaisir que ça, donc merci pour tout. Et nous, on se retrouve en 2026 sur YouTube, mais en attendant, vous pouvez aller me follow partout sur les réseaux, sur TikTok, sur Twitter, sur Twitch. On se capte là-bas. J'espère que toutes ces vidéos là en fin d'année 2025 vous aura plu. Et nous, on se capte en 2026.